Tu veux que je commence ? Vas-y, quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis tellement ravie de vous retrouver dans cet épisode qui va être vraiment spécial. En effet, il va clôturer la saison 3 de Filles Expat et j'aurais pas pu rêver mieux pour conclure cette saison. Plusieurs raisons. La première, c'est tout d'abord que je me trouve dans une salle spéciale enregistrement de podcast et c'est une première pour moi. Donc j'espère que je ne vais pas me laisser trop impressionner et que je vais être à la hauteur. Et deuxièmement, je suis face à face avec mon invité. Sur 48 épisodes que j'ai pu enregistrer, c'est seulement la deuxième opportunité que j'ai d'être en face à face avec mon invité, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et pour finir, car le hasard fait toujours bien les choses, son témoignage va être une parfaite transition avec ce que je vous prépare pour la saison 4. Voilà, plein de raisons d'être super excitée. Allez, maintenant je vais laisser la place à mon invité du jour. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge et la ville où nous nous trouvons actuellement. Salut, je m'appelle Maïré. J'ai quel âge? Ça passe tellement vite. J'ai 38 ans et je vis à Atlanta. Voilà, donc on se trouve actuellement dans des locaux à Atlanta, aux États-Unis. Je vais essayer de prétendre que je ne connais pas Maïré. Je sais déjà quelques trucs sur elle. On s'est déjà rencontrés, mais on va essayer de prétendre au mieux qu'on ne se connaît pas. Donc Maïré, est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs d'où tu viens exactement? Alors, je suis originaire de la Guadeloupe, donc plus précisément de Marie-Galante. Pour ceux qui connaissent pas la Guadeloupe, c'est un archipel, donc c'est plusieurs petites îles qui sont ensemble et j'ai grandi en fait sur l'une d'entre elles qui s'appelle Marie-Galante. Oui, d'ailleurs Marie-Galante que j'ai eu la chance d'aller visiter il y a quelques mois, qui est absolument magnifique, mais quelque chose qui m'avait étonnée, c'est que je crois qu'en 30 minutes tu peux faire le tour de l'île à peu près en voiture. Oui, totalement. C'est ça, et là je me disais en étant à Atlanta, est-ce qu'Atlanta c'est pas plus grand que Marie-Galante du coup? C'est une bonne question, tu sais, tout le temps je me pose la question, mais j'ai jamais été vérifiée sur une map. Mais ouais, ce serait intéressant de vérifier. Eh ben, j'irai vérifier ça. En tout cas, c'est super drôle. Et donc, du coup, tu as grandi à Marie-Galante. Mm-hmm. Et ensuite, tu es partie à quel âge, du coup? Alors, je suis partie à 17 ans. Ben, justement, j'étais pas encore majeure et je voulais étudier au Canada. Et donc, j'ai dû me trouver une famille, entre guillemets, pas d'accueil, mais pour pouvoir me sponsoriser parce que j'étais mineure. Et donc, ça a été beaucoup de travail pour pouvoir faire la paperasse, etc. Mais j'ai réussi à quand même aller étudier au Canada, plus précisément à Québec, la ville de Québec, l'Université Laval. Super. Donc, en gros, avoir de la détermination, avoir une idée. Pourquoi le Canada? Alors, pourquoi le Canada? Je voulais pas, en fait, le Canada, c'était parce que je voulais pas l'étudier en France. Je trouvais que c'était quelque chose que tout le monde faisait et je suis très du genre à ne pas vouloir faire ce que tout le monde fait. Et du coup, j'ai dit, tu sais, laisse-moi essayer de chercher en ligne. À l'époque, on commençait à aller sur Internet et on avait Internet à notre bibliothèque au lycée où j'étais. Je me souviens, je surfais, je cherchais et puis je suis tombée sur des universités au Québec en français et je me suis dit, mais tiens, c'est en français, j'ai pas à apprendre une autre langue. Tentons l'aventure. Donc, j'ai appliqué, et voilà, ils m'ont envoyé une lettre d'acceptation et j'étais comme, maman, papa, je pars au Canada. Ils étaient en mode, what? Il va falloir aller m'acheter des bottes. Ouais, du coup, ils ont réagi comment? Déjà, ils avaient un peu peur parce que les frais alors, en Amérique du Nord, les frais de scolarité sont très, très, très chers, surtout quand tu vas étudier en tant qu'étudiant étranger en Amérique du Nord. Et donc, on a reçu le total que ça aurait fait. Donc, tout de suite, mes parents m'ont dit, ça va pas être possible et tout. Et je me suis dit, mais non, comment ça va pas être possible? J'ai continué à faire mes recherches et j'ai trouvé que au Québec, il y a une entente entre le Québec et la France qui permet de payer les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Et du coup, au lieu de payer 30 000 $ par année, on aurait eu seulement à payer 3 000 $ canadiens. Et en plus, la région Guadeloupe pouvait aider, il y avait des bourses, etc. pour pouvoir
aider avec ses frais de scolarité. Donc j'ai fait toutes mes recherches, j'ai vraiment pas abandonné, j'ai dit non, on va trouver une solution. Génial. En plus, enfin à l'époque, moi je me souviens, on est de la même génération, j'ai 35 ans, et c'est vrai que nous Internet c'était le du. Oui, c'était ça. Et quand on faisait des recherches, fallait vraiment s'armer de patience. Ouais. Donc j'ose pas imaginer la patience que t'as eue parce que du coup faire toutes ces recherches. En plus, enfin j'imagine de ton entourage, il y a personne qui était déjà parti au Canada. Non. La chance qu'on avait, c'est que notre vétérinaire était marié à une Québécoise. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu finalement y aller parce que c'est sa famille qui a pu me sponsoriser en tant que, comme j'étais mineure, pour pouvoir y aller. Super. Donc, encore un précieux conseil, détermination et le réseautage. Et le réseautage, très important. Exactement. Et donc, du coup, est-ce que tu te souviens, à la veille de ton départ, dans quel état t'étais? Ah, j'étais tellement contente de partir. J'ai grandi à Marie-Galante, j'aime beaucoup Marie-Galante, mais j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée, j'ai jamais, même en Guadeloupe, j'ai jamais vécu en Guadeloupe. Et du coup, j'étais très excitée, je voulais partir, j'ai toujours rêvé de partir de l'île. Et donc moi j'avais juste hâte d'y aller. Ah, super. Ouais. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as vu de la neige et ce froid? Oui. Alors j'avais jamais vu la neige d'ailleurs, et je me rappelle en octobre, il a neigé, donc j'étais dans ma chambre d'étudiante. Et je me suis levée, la nuit est passée, je me lève, mais je savais pas qu'il allait neiger, hein. Le jour d'avant, il faisait chaud, enfin, il faisait pas froid, quoi. Ouais. Et je me lève le lendemain et tout était blanc. Mais il y avait tellement de neige, d'un coup, j'étais comme, what? C'est au top et tout. Waouh. Donc tout de suite, j'étais dehors, j'ai touché, c'était cool. Ah, génial. Ouais, en plus, c'est ça qui est drôle avec le Canada, c'est qu'ils ont des vagues de changement de température qui sont impressionnantes, et tu peux mettre un t-shirt le samedi et puis des bottes à neige le lendemain. Exactement. Super. Et du coup, t'es resté combien de temps au Canada? Je suis restée 8 ans au Canada. J'ai fait 2 ans à Québec et le reste à Montréal. Ok. Et tes études en quoi exactement à Montréal? Je vais prétendre que je ne sais pas. Hein. Alors j'ai étudié en kinésiologie, donc j'ai gradué en kinésiologie, c'est ce que je faisais depuis Québec. Lorsque j'ai fini mon cursus en kinésiologie, j'ai fait un cours en travail social auprès des jeunes. Donc c'était un cours optionnel qu'on nous permet d'avoir qui fait pas partie de notre cursus. Et j'ai dit tiens, je vais prendre des trucs faciles, c'est pour avoir mes crédits et tout. Et en fait j'ai tellement kiffé le cours. Excellent. Ouais, que je me suis dit non, c'est ça qu'il faut que j'étudie. Et du coup, j'ai étudié en criminologie et j'ai pu travailler ensuite en prévention de la criminalité auprès des jeunes. Ok. Donc, c'était vraiment ma spécialité. Du coup, toi, tout ce parcours au Canada, t'avais un visa étudiant, j'imagine? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, t'es passé à une résidence permanente ou autre chose? Donc, la résidence permanente. Et donc, du coup, après la résidence permanente, c'est là où je me suis retrouvée à déménager. Aux États-Unis. Ok. Alors avant d'en arriver aux États-Unis, comment t'as vécu justement la séparation avec ton entourage en étant au Canada? En fait, dès le premier été, je suis retournée à la maison pendant 2 mois. Je crois que c'était 2 mois, peut-être même 3. Et pour passer mon permis de conduire. Ah, très important. Très important. Et du coup, j'ai pas vraiment, c'était pas tellement long d'être partie. J'ai toujours voulu partir. Ça s'est super bien passé. Je me suis fait des amis tout de suite. Le jour même où je suis arrivée, mon père m'a accompagnée. Et je me souviens, lui, il était tout stressé et tout de me laisser. Mais moi, je lui disais, mais non, papa, vas-y, là, c'est bon. Vas-y, je t'emmène à l'aéroport. Voilà. J'ai pas le permis, mais je t'emmène. Il avait même une petite larme comme, what? Genre, il peut partir. Et j'ai dit, non, vas-y, là, c'est cool. Le jour même, j'ai rencontré des gens, on est sortis en boîte. Ah, trop bien. Ouais, j'étais en mode, voilà, quoi. Ouais, non, en plus, le Québec, ils sont tellement adorables, accueillants, bienveillants surtout aussi. Et il y a une grande diversité aussi, parce que les étudiants, en majorité, sont étrangers. Et du coup, j'ai rencontré des gens de partout le monde. J'ai eu une différente perspective sur beaucoup de communautés qu'on voit pas nécessairement bien, surtout en Guadeloupe, par exemple la communauté haïtienne, africaine. Et j'étais à côté de personnes d'Haïti et d'Afrique qui étaient de classe sociale vraiment haute. Donc je me disais, waouh, en fait, j'avais jamais vu ça avant. Ah, super. Ouais, donc c'était une autre perspective également. Ouais, c'est clair. Et comment t'as vécu justement de passer à une petite île à un grand territoire? Parce que le Canada, c'est quand même énorme. C'est énorme. Franchement, au niveau de tout ce qui est changement, j'ai pas de problème avec ça. Donc du coup, j'arrive même pas à expliquer. Ça s'est fait tellement naturellement. J'ai pas eu de soucis à ce niveau.
Cool. Et donc ensuite, tu t'es dit, bon, le français, j'en ai ma claque, je vais aller apprendre un peu l'anglais aux États-Unis. J'ai un petit peu eu à apprendre une autre langue au Québec. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Moi, à chaque fois, je dis, il parle pas français, il parle québécois. Mais il parle québécois. Mon premier mois à l'université, je comprenais pas le prof. Et j'étais en mode, waouh, mais comment je vais faire? Après, moi, j'ai commencé à m'habituer, mais c'était pas évident. C'est clair. Tu parles pas québécois aujourd'hui? Je peux, ouais. Tu peux? Oui, je peux. Bon, je te demanderai pas. Ouais, on va éviter. On le fera en offline après enregistrement. Tu montreras tes talents de québécoise. Et donc, du coup, comment t'es arrivée aux États-Unis? Alors, je suis arrivée aux États-Unis. Alors, mon premier voyage après la France internationale, c'était les États-Unis. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait un voyage avec une de mes tantes qui est commerçante. Et on avait fait, je crois, un mois aux États-Unis. On avait fait Miami, New York et Los Angeles. Alors, j'avais détesté Miami. J'avais bien aimé New York, mais je m'étais toujours dit, oh, vacances et tout. Mais bon, je n'ai pas habiter là. J'avais kiffé Los Angeles. Ah. Je m'étais dit, si je devais habiter aux États-Unis, je pense que ce serait Los Angeles. Et c'était dans les années 90, hein. En plus, 96, peut-être, je sais pas, 98. Et donc à l'époque, c'était un peu rough, hein. Mais c'était quand même cool. Je suis étonnée, je pensais qu'on allait être sur la même lignée, parce que tu m'as dit, je déteste Miami. Je déteste Miami. New York, c'est beau, mais pour en vacances. Par contre, j'ai détesté Los Angeles. Ah, sérieux? Ouais, j'y suis allée 2 fois, et j'ai détesté les 2 fois. Sérieux? Ah non, moi j'avais kiffé et tout. Mais je pense que c'était peut-être, je sais pas qu'est-ce que j'avais aimé là, mais c'est qu'on allait aussi, on n'était pas dans les super quartiers. Comme ma tante était commerçante, on allait vraiment plus dans les quartiers latinos. Okay. C'était vraiment des endroits populaires. Et les gens étaient super cool. J'imagine que c'est plus comme ça maintenant. Ouais. Mais donc du coup, j'ai continué à venir en vacances de Montréal. On partait en voiture, en week-end à New York. Mais j'ai jamais vraiment voulu vivre aux États-Unis. Ça n'a jamais été une de mes envies, en fait. Je me suis toujours dit, j'irai jamais vivre là, blablabla. Eh ben non! Eh ben non! Donc en 2006, j'ai fait une escale à Atlanta parce que, à cette période, Delta offrait un vol direct vers la Guadeloupe. Donc de Montréal, ça coûtait super pas cher de venir à Atlanta et ensuite de repartir en Guadeloupe. Okay. Vol direct. Donc j'ai pris ce vol et je devais passer une nuit à Atlanta, donc j'ai passé la nuit à Atlanta et je suis tombée amoureuse d'Atlanta en une nuit. C'est fou. Alors est-ce que t'es en train de me dire que la compagnie Delta Airlines a tracé ton futur? Oui. En choisissant Atlanta. Et c'est une très bonne compagnie d'ailleurs, j'espère qu'ils vont sponsoriser ton podcast. Je l'aurais jamais demandé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, Delta. Et tu voyages en plus. Hey. C'est clair, et en plus je prends souvent Delta. Ouais, et ben voilà, Delta sponsor. Ok, cool. Et donc t'es tombée amoureuse en une nuit. Qu'est-ce qui t'a conquis? Ben, ce qui m'a conquis, déjà depuis l'avion, avant même d'atterrir, je regardais et puis je me disais, wow, cette ville-là est particulière. Elle est très boisée, il y a beaucoup d'arbres, les maisons sont espacées, beaucoup d'espace. Et je me disais, wow, ça fait un gros changement de sortir de Montréal, qui pourtant je trouvais qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais c'est très gris. Quand t'arrives en avion, tu regardes, c'est gris. Quand t'arrives à Atlanta, c'est vert. Et tout de suite, je me suis dit, il y a de l'espace et tout ça. Ça a l'air d'être une ville intéressante. Ce serait cool de venir ici un jour visiter. Et un autre truc qui m'a choqué à l'aéroport, c'était de voir des agents d'immigration, TSA, les gens comme ça, mais noirs, des blacks. D'accord. Donc c'est un truc que j'avais jamais expérimenté dans aucune autre ville, de voir autant de personnes de la communauté afro-américaine à des high positions, donc des positions assez élevées. Okay. Et il y en a quelques-uns, tu sais, dans les autres villes, mais là c'était comme tout le monde. D'accord. Et je me suis dit, wow, c'est intéressant. Et une fois déjà à l'aéroport, les gens étaient, mais ça c'était à l'époque, il y avait que des gens d'Atlanta. Et les gens étaient tous souriants, tout le monde qui me demandait, t'as besoin d'aide? Moi, j'étais en mode, ça va, you know. Mais j'étais surprise de voir les gens très accueillants, les gens qui te connaissent pas, qui veulent t'aider. Et donc, tout de suite, ça m'a un petit peu marqué. À l'hôtel, j'ai rencontré des gens d'Atlanta, le staff, tout le monde était sympathique. J'ai rencontré même des gens qui sont jusqu'à maintenant des amis. Ah, super. Et je me suis dit, waouh, je vais revenir dans cette ville parce que c'était vraiment les gens qui m'avaient marqué. Super. Ouais. Et donc, du coup, t'es revenue combien de temps après? Je suis revenue 2 ans après. Et comment t'as fait pour revenir? Parce que venir aux États-Unis, c'est pas évident, hein? La patience que ça a demandé, bon, déjà faire les recherches. Du coup, j'ai commencé à faire mes recherches. Je veux revenir en vacances.
J'avais pas idée de revenir pour vivre nécessairement, Ok. mais ça me passait déjà par la tête. Je me disais, ce serait cool. Si j'aime vraiment que je vais venir visiter, il faudrait que je trouve une solution. Donc, commençons à chercher déjà. Mhm. Et donc, c'est là que j'ai vu qu'il y avait la solution de la green card par la loterie. Donc, j'ai commencé à jouer. Génial. Et je pense que j'avais raté l'année, pour l'année dans laquelle on était. Donc, j'avais fait l'année d'après. Et j'avais aussi constaté, j'ai rencontré beaucoup de Français qui l'avaient eu comme ça. Donc tout de suite, je me suis dit, bon, si les autres ont pu l'avoir comme ça, j'ai peut-être une chance. Pourquoi pas, il y a rien à payer, c'est gratuit. Tu payes pour ta photo, let's go. Ouais, c'est clair. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, donc pendant 2 ans, malheureusement, j'ai pas pu revenir à Atlanta pour des raisons personnelles. J'ai un membre de ma famille qui était très malade. Et du coup, je devais à chaque fois retourner voir ma famille. Et donc ça m'empêchait. Donc j'avais un travail, donc toutes mes vacances étaient vraiment allouées à ça. Et donc 2 ans plus tard, finalement, je me dis, bon, ça, c'est bon, j'ai accumulé assez d'argent, assez de vacances, j'y vais pour 2 semaines. Ok. Donc, je suis partie en 2008 pendant l'été. Je crois que c'était en juillet. Et je me suis dit, tiens, je vais passer 2 semaines à Atlanta. Entre-temps, il y a tellement de trucs qui sont arrivés. Ouais. Ça fait tellement longtemps. Mais j'ai rencontré, en fait, le même vétérinaire qui était marié à la québécoise. Mhm. Encore eux. Avait un stagiaire de Netherlands. Comment on dit? La Hollande. De la Hollande, qui faisait un stage vétérinaire à Marie-Galante avec lui, et sa copine était d'Atlanta. Mais c'est fou, ça. C'était trop fou. Et comme ça, ma mère, qui était très proche d'eux, qui leur dit, ah ouais, mais tiens, qu'elle vienne visiter à la maison et tout, ils lui ont donné des fruits, etc. Et puis comme ça, elle dit, il savait pas qu'elle était d'Atlanta, et comme ça, elle dit, ah ouais, tout qu'elle est d'Atlanta. Et ma mère qui lui dit, ah ouais, ma fille, elle est obsédée par Atlanta, d'ailleurs, elle pense y aller bientôt, et tout. Et puis elle qui dit, ah mais ça tombe super bien, j'ai une maison là-bas, j'ai un appartement qui est vide, est-ce qu'elle veut venir chez moi? Génial. Je vais venir la chercher. J'ai dit, waouh, trop cool. Et encore une fois, le réseau, hein, c'est toujours connaître Le des gens. réseau, et je pense aussi ce que tu viens de dire qui est important de souligner, c'est qu'il faut oser parler de ses envies. Exactement. Ouais. Parler de ses envies, de ce qu'on recherche, et puis prendre le temps aussi, parce que tu t'es laissé quand même le temps. Donc c'est top. Ouais, la patience, le réseau, et comme tu dis, en parler, parce que beaucoup de gens, surtout en Guadeloupe, on a cette petite manie, on a peur de dire aux gens nos projets, ce qu'on veut faire, etc. Et j'ai appris surtout avec le business, hein, que c'est super important de vocaliser les choses, parce qu'on ne sait jamais qui est-ce qui écoute. C'est clair. Et qui pourra nous aider, en fait. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Ah, c'est fou ça. Et donc du coup, elle te propose son appartement, donc ça coûtera moins cher en plus. Donc elle me propose son appartement, elle est venue me chercher, super expérience, super cool, native d'Atlanta, et donc là je suis chez eux en vacances. Et ce qui était encore plus extraordinaire, c'est qu'elle travaillait dans le même domaine que moi, dans le social. Ah, super. Ouais. Donc du coup, elle m'a présenté ses collègues, son travail, etc. Et donc moi, je passe mes 2 semaines de vacances au top, je rencontre plein de monde, je veux plus partir. J'ai même augmenté d'une semaine, j'ai appelé mon boss, j'ai dit, oh non, je dois rester une autre semaine. Je suis restée une semaine de plus. Et j'avais un super travail à Montréal parce qu'on avait beaucoup de vacances. C'est quelque chose qui est vraiment super au Québec, dans le travail social. Il s'occupe bien des employés, donc ouais. Donc on avait beaucoup de vacances. Et du coup, j'ai pu rester une semaine de plus. Et tout s'est décidé pendant cette semaine-là. Waouh. Donc, la fille qui sortait avec le Hollandais partait définitivement d'Atlanta pour aller vivre avec son copain. À Marie-Galante. Il retournait en Hollande. Ah, au Hollande, Ouais. pardon, ok. Et donc, il finissait son stage et du coup, elle quittait son travail. C'était déjà prévu, etc. Et donc, elle quittait le travail, la maison, l'appartement et la voiture. Mais c'est fou. Tu vas pas me dire que t'as récupéré sa vie? J'ai récupéré ça. Mais c'est incroyable. Et comme ça, elle me dit, mais Maïvé, peut-être que tu devrais essayer. C'était juste avant la crise, donc heureusement, ça aurait été peut-être 2 mois plus tard, j'aurais pas pu faire ça. Wow. Et donc le travail avait besoin de quelqu'un. J'étais disponible. Je savais pas comment j'allais dire mon travail à Montréal, mais j'étais comme, je vais pas rater ça. Ouais, c'est Et clair. donc le travail, la voiture et même la voiture. Wow, non mais c'est incroyable. Ouais, Tu ouais. dis ça c'est une opportunité, oui, Ouais. c'est pas. Ouais. Même si ok, à Montréal t'avais certainement une super vie, Voilà, super voilà. position, des vacances, etc. Tu te dis attends ce genre d'opportunité, Ouais. elle se présente pas 50 fois à ta porte. Ouais. Et donc du C'est coup ça a pris clair. combien de temps entre le moment où
T'es revenue de cette fameuse vacance pour tout claquer Donc, à Montréal. Voilà, donc j'ai donné tout de suite, j'ai appelé, quand tout était solidifié, j'ai appelé mon travail, et j'ai expliqué à mon boss, j'ai dit ouais, j'ai eu l'opportunité, donc je vais donner mes 2 semaines de notice. Oui. Et donc ça, c'était très dur pour moi parce que le travail que j'avais à Montréal, je m'occupais de quartiers spécifiques et tous les jeunes, en fait, pendant 2 ans, j'ai construit des relations avec les jeunes, avec les familles, etc. Et je savais que ça aurait été dur de me remplacer. Donc c'était ce qui était le plus dur pour moi, c'était ça. Donc mais en même temps, je me suis dit bon, à un moment donné, il faut y aller. Ton bonheur à toi est important si tu veux voilà. nourrir les autres, il faut se nourrir soi-même, comme on dit. Voilà. T'avais quand même une maison, enfin des choses à Montréal. Ouais, donc la chance que j'avais eue aussi, c'est que ma sœur est venue étudier à Montréal. Ah, mais bon. La même année. Donc elle venait d'arriver à Montréal, elle étudiait à l'université de Montréal. Et du coup, j'avais même pas cette angoisse de ah wow, il faut que je me débarrasse de mes trucs. Je pouvais partir juste avec mes valises et mes vêtements. C'est génial. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ma sœur est restée, je crois qu'elle a pris un coloc et voilà. Ah, génial. Et du coup, l'entreprise à Atlanta, ils allaient te faire un visa, c'est ça? Voilà, Ok. c'est ça. Donc c'était un visa de 1 an, malheureusement. Mais en fait, c'était bien que ça soit fait comme ça. C'est vraiment des fois, on se rend pas compte parce qu'à l'époque, j'étais tellement triste. À la fin de l'année, je voulais rester. Ils pouvaient pas renouveler parce que, justement, à cause de la crise, fallait absolument embaucher des Américains en priorité. Et ce que je comprends tout à fait. Et donc, du coup, je pouvais soit retourner à Montréal ou faire autre chose. Donc, j'ai décidé de partir à Londres. Ah, ok. Parce qu'en fait, j'avais un ami qui travaille également dans le même domaine que moi, qui me parlait, pendant toute l'année, il me parlait justement des différences entre le Canada, les États-Unis et Londres, et que les pratiques de travail sont vraiment différentes. Donc, j'aime vraiment pas le travail social aux États-Unis. J'ai vraiment pas aimé l'expérience professionnelle. Donc, c'était une autre raison pour laquelle j'étais quand même contente de pas rester travailler pendant plus longtemps dans le travail, parce que j'étais obligée de travailler que dans ce travail-là. Ok. Donc, du coup, je suis partie à Londres, et c'était au top. Professionnellement, mais la vie, j'aimais pas. Mais professionnellement, je pense que Londres a été la meilleure expérience que j'ai eue dans le travail social. Qu'est-ce que t'as pas aimé à Londres? La vie de tous les jours. Alors, je trouvais les gens trop froids, les gens très, tu sais, les gens qui sont, c'était vraiment le contraire d'Atlanta. Alors, Atlanta, les gens vont te sourire, vont dire bonjour. Si tu croises le regard de quelqu'un, ils disent bonjour. À Londres, tu croises le regard de quelqu'un, ils baissent la tête ou ils ont peur, ouais. Ah, Donc, c'était, à moins que ce soit après 10h du soir et qu'ils soient ready, you know. Mais, même 17h, hein, je crois qu'ils commencent à boire à partir de 15h là, dans les pubs. Donc, le côté humain était moins là qu'Atlanta. Donc, ça me manquait beaucoup. Et je suis restée 1 an et demi à Londres. Ok. Ouais. Et pendant que j'étais à Londres, c'est là que j'ai eu la green card par la loterie. Oui, donc tu persistais quand même chaque année à participer. Bien sûr. On n'enlève pas la green card, attention. On n'enlève pas. Donc là, wouh, tu obtiens la green card. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as reçu cet email? J'imagine que tu reçois un email ou comment ça se passe? Alors, moi, quand je l'ai eu, c'était pas un email. L'email est venu l'année d'après. I hope I had an email. À l'époque, c'était un courrier. Et vu que moi, j'étais tout le temps mobile, j'ai donné l'adresse de mes parents. Ouf. Donc, il me semble que j'ai été notifiée par courrier vers mars-avril. Et mes parents ont ouvert le courrier en juillet. Oh, punaise. Est-ce que tes parents l'ont ouvert ou ils l'ont reçu quand juillet? Ils l'ont reçu avant, mais ils pensaient pas que c'était important. Et comme ça, mon père, il me parle au téléphone, il me dit, ah, en fait, il y a un courrier qui est arrivé là depuis longtemps et tout, de blablabla. Je lui dis, mon Dieu, ouvre! Et il me lit le truc, et je me dis, mais papa! C'était en anglais, hein? Il comprenait l'anglais, ton papa, ou pas? Non? Ouais, il comprend un petit peu. Et là, je lui dis, mais envoie-moi ça tout de suite! Incroyable! Donc, il m'envoie le truc, moi, je commence à paniquer, je cherche en ligne, est-ce qu'il est trop tard? C'était la, waouh! En plus, mon numéro était c'est numéroté par, donc, en fait, c'est, selon ton numéro, tu vas passer à l'entrevue avant ou après. Ah. Et moi, j'étais au début. Et ça, c'est super important parce qu'il y a tellement de gens, ils sélectionnent 100 000 personnes, mais il y en a que 50 000 qui auront... Oh, punaise. Donc, il faut faire vite, faut envoyer les papiers, faut faire tous les trucs rapidement pour ne pas rater la chance. Donc, du coup, là, je panique, je dis, mon Dieu, j'ai dû faire des demandes dans tous les pays où j'ai habité, faire background check et tous ces trucs-là, ça a pris plein de temps. Ça, c'est chiant à faire. Ouais. Donc, j'avais un peu la pression et finalement, j'ai été passer mon entrevue à l'ambassade à Paris et ça s'est bien déroulé, donc...
Et donc, tu as fait partie des 50 000 personnes. J'ai fait partie des 50 000. Écoute, tu es la première personne que je rencontre qui a la green card. Sérieux. Qui l'a eu, Qu'il à a la eu comme loterie. ça. Donc, franchement, chapeau. Waouh. Et donc, du coup, ça a pris combien de temps à partir du moment où tu as passé cet entretien et tu as pu revenir aux États-Unis? Alors, une fois que tu fais l'entretien, c'est faire l'entretien qui prend plein de temps. Ok. Peut-être 6 mois après avoir reçu le truc, j'ai eu Ok. l'entretien. Mais une fois que tu fais l'entretien, si c'est ok, si tout est ok, le jour même, ils te donnent le stamp. Mais moi, il y avait un petit problème. Évidemment. Bon, évidemment. Donc moi, j'étais en France, à Paris, et ma mère m'avait envoyé les documents. Donc ils veulent des documents originaux, des diplômes, etc. Donc j'avais tous mes diplômes du Canada et tout, je les avais. Mais mon diplôme, ils veulent absolument le diplôme du bac. Donc faut avoir son bac. Ça, c'est pas négociable. Faut avoir le bac français. Ok. Et même si tu n'as pas de diplôme universitaire, ils s'en foutent. Le bac français, c'est ce qui compte. C'est sérieux. Je suis sérieuse. Mais ils veulent vraiment l'original que tu le ramènes à l'ambassade? Oui. Ah. Alors moi, ma mère m'a envoyé une copie couleur en se disant c'est cool et tout, mais je savais pas qu'il fallait l'original. Donc je savais même pas que c'était pas l'original. Ça se voyait même pas. Ok. Et donc là, moi, j'arrive avec mes trucs, je montre et tout. La dame qui revient, qui me dit oui, tout est ok. Les autres diplômes c'est ok, mais celui-là, Oh là là. c'est pas l'original. Je dis merde. Ma mère a envoyé une photocopie. Ouais, non, mais ils arrivent toujours à trouver le petit truc, quoi. Quand même. Je commence à paniquer, je dis si j'attrape pas ça à cause de ça, oh là là. Et là du coup il me disait on garde votre passeport parce qu'on doit mettre le truc dessus, mais avant de mettre le visa dessus, on doit recevoir donc allez le récupérer et renvoyez-nous à telle adresse, blablabla. Je dis mais ça prend combien de temps? Mais oui. Mais le pire, c'est que je suis à Paris, ma mère elle est en Guadeloupe, à Alors, Marie-Galante. Galante, quoi. Donc là, ils vont commencer, ils cherchent, ils trouvent pas l'original. Finalement, ils trouvent l'original, ils m'ont pas par Chronopost. Donc ça a delay d'une semaine. Donc j'ai reçu tout de suite, j'ai envoyé à l'ambassade. Et peut-être 2 jours après, j'ai reçu le passeport. C'est un visa qui te met temporaire. Ok. Et la green card, tu ne l'as que quand tu entres, Arrive dans le pays. Ok. quand tu arrives dans le pays. Ok. Ouais. Bon, moi je vais passer un petit message à ma maman, s'il te plaît, si tu écoutes ce podcast, et je sais que tu l'écoutes, j'espère que tu sais où est l'original de mon bac. Parce que je prévois de participer à la loterie. Donc voilà, petite parenthèse, désolée, c'était important que je le signale avant que je C'est important. Excellent. Et donc là, donc t'es à Paris, et tu vas prendre un billet d'avion pour Atlanta, j'imagine? Non. Non, Alors même là, en plus ça c'était la folie cette histoire hein, d'entrevue. Parce que je travaillais à Londres. Oui. J'ai choisi de faire l'entrevue à Paris parce que ça demandait moins de problèmes de le faire à Paris. J'avais pas besoin de traduire les documents en français. Ok. Tandis qu'à Londres, j'aurais eu à traduire tous les documents français en anglais. Et du coup, le fait que j'ai dû laisser mon passeport, j'avais pas de carte d'identité, j'étais bloquée à Paris. Ah, Et je devais aller retourner travailler entre-temps. moi. Ah, zut. Bon. Ouais, anyways. Donc voilà, donc j'ai eu mon passeport, je suis retournée à Londres. Et bien sûr, moi, mon cœur bat, j'ai envie de partir tout de suite, Mhm. Atlanta. Mais j'avais le travail, donc je pense que j'ai passé l'entrevue probablement en janvier et je suis partie à Atlanta en avril. Donc j'ai quand même pris 3-4 mois, avoir plus d'économies. Je me suis dit non, je veux pas arriver aux États-Unis à sec. C'est ça. Fais les économies et on a 6 mois. Une fois qu'ils valident ton passeport, tu as 6 mois pour Ah. rentrer Ok, aux d'accord. États-Unis. Ouais, t'as quand même une Ouais. deadline, quoi. Ouais, t'as quand même une deadline. Ok. Oui, parce qu'en plus, du coup, à Atlanta, t'avais plus d'appart, t'avais plus rien. Il n'y a plus rien. Ouais, il fallait quand même mettre un peu d'argent de côté. Et toi, c'était sûr et certain que t'allais revenir à Atlanta, t'envisageais même pas d'aller voir d'autres villes? Non. Non. Non, Atlanta. Parce que moi, ce que je trouve juste dommage à Atlanta, j'adore, ça fait 3 semaines que je suis là, il fait super beau. Mhm. C'est très vert, comme tu l'as signalé. Il y a LJ qui est pas très loin, tu peux aller camper, c'est génial. Mais il manque la mer, je trouve. Ah ouais, il manque manque la l'eau. mer. Mais maintenant, je ressens ça. Tu le ressens maintenant, Ouais, ok. ouais. Ouais. Moi, je le ressens déjà. Mais, et donc, tu arrives à Atlanta toute seule, hein, toujours? Mhm. Ben en fait, à l'époque, j'avais un copain américain. Ah, ok. Donc j'étais pas toute seule. Je suis revenue, j'étais avec lui, mais quand même assez indépendante. Donc je faisais mes affaires. Mais ouais, donc j'avais du monde, des amis, retour à cercle social Ok. habituel. Ouais. Mhm. Donc, c'est facile pour toi de t'installer. Pour Ouais. trouver du boulot, comment ça s'est passé? Alors trouver du boulot, c'était pas évident. Surtout que moi, je suis très picky quand il s'agit de où je travaille en travail social. Et j'ai trouvé un travail justement dans un youth shelter. Donc c'était un centre qui aidait les jeunes sans abri. Mhm. Atlanta, donc j'étais directrice du programme. Mais comme je reviens encore sur le même truc,
le travail social aux États-Unis est très répressif, on va dire. C'est pas humaniste comme au Québec et comme c'était à Londres. Donc, encore une fois, j'étais très frustrée de pas pouvoir aider de la façon dont on devait aider et d'être forcée de faire certaines choses que je pensais pas qu'il était bien de faire pour les jeunes. Ok. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le mot picky, parce que tu as dit que tu étais picky, ça veut dire qu'elle est très difficile dans sa recherche d'emploi. Très demandante. Ouais. Et donc, t'as commencé un peu à te reconvertir. Comment ça s'est passé? Alors non, pas du tout. Hein. Moi, je me suis dit, je vais monter mon propre non-profit et je vais faire ci et ça. Et en fait, en travaillant avec les jeunes justement qui étaient sans abri, qui avaient des problèmes, je me suis rendu compte que aux États-Unis, le problème était différent du problème que les jeunes rencontraient à Londres et au Canada. Il y a beaucoup de support financier au Québec et à Londres, donc le problème n'est jamais financier pour les jeunes qui avaient des problèmes là-bas, tandis qu'aux États-Unis c'était très financier. S'ils avaient l'argent, ils seraient probablement pas dans cette situation. J'ai rencontré tellement de jeunes qui avaient des qualifications, qui étaient super intelligents, mais qui n'avaient pas le support nécessaire pour pouvoir blossom. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, ici, pour aider, il faut avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut avoir un business. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est ça la différence des États-Unis avec, bon, je vais pas dire le reste du monde parce que ça serait un peu très généraliste, mais c'est vrai qu'ici, avoir de l'argent, ça aide beaucoup. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant que je travaillais à cet endroit, en fait, je rigole parce que c'est toujours les péripéties. Qui est-ce que tu as rencontré? Non, cette fois-ci, non, j'ai rencontré personne. Ah, pas de vétérinaire cette fois? Non. Une paire de chaussures? Alors voilà, une paire de chaussures. Alors, je m'étais acheté une paire de chaussures sur eBay. Et j'ai reçu la paire et j'aimais pas la paire ou bien elle était trop grande, je sais plus c'était quoi le problème. Et j'étais en fait fainéante. Je voulais pas aller à la poste retourner la paire de chaussures au vendeur. Donc je me suis dit, mais tiens, laisse-moi prendre une photo de la paire de chaussures, mettre sur mon Facebook et peut-être qu'une de mes amies à Atlanta voudra me l'acheter. Ok. Et donc, comme dit comme fait, je mets la paire de chaussures, le prix, etc. Et là, j'ai un ami à moi qui est en Guadeloupe, qui est photographe, qui a partagé la photo. Et là, il a toutes les meufs modèles de France, de Martinique, de Guadeloupe, etc. qui m'envoient des messages et des commentaires sur le post qui disent « Ouais, enfin, comment on te paye, nana, pour la paire de chaussures ?» Alors moi, je regarde ça, il y avait au moins 200 commentaires, des messages en privé et tout. Et puis moi, j'étais en mode... T'étais en train de créer ton propre eBay sur Facebook. J'étais en mode, what? Pourquoi les gens en France veulent acheter ça? C'est fou, ça. Ouais, parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait pas assez de choix ici aux États-Unis. En plus, j'étais à Londres, mais c'est là qu'il y a les trucs à acheter pas cher. C'est clair. Et du coup, je me dis, ok, bon, il y a une demande. Donc, j'ai même pas réfléchi, j'ai été direct sur eBay, j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelait à l'époque Swag Queens and Kings. Et du coup, parce qu'à l'époque, c'était trendy, like swag et tout. Okay. Et là, du coup, j'ai commencé à lister des chaussures, des vêtements, des trucs que je trouvais que justement qu'on vendait pas encore en France. Et les gens pouvaient acheter en fait sur Facebook. Ils me disaient, je vais acheter tel truc, et j'envoyais une facture PayPal, ils payaient, puis j'envoyais. Elle était en train de se faire son petit marché, là. Ouais, je faisais en fait, sans le savoir, je faisais du dropshipping. Okay. Parce que j'attendais qu'ils me payaient pour acheter sur eBay. Ah. Voilà. Et donc, c'était pas avec les softwares sophistiqués qu'on a maintenant. Tout était fait manuellement. Personne ne faisait de dropshipping à l'époque. Okay. Donc, du coup, je faisais du dropshipping sans même savoir que c'est ce que je faisais. Ouais, c'est fou, ça. Et du coup, les clients, au fur et à mesure, ça grossissait. Donc, au départ, c'était un petit truc à côté. Je me disais pas, je vais monter un business avec ça. Et finalement, j'ai ouvert un site web. Et finalement, je crois que c'est des clients qui ont commencé à me demander, je vais acheter tel truc, mais il est pas sur ton site. Est-ce que je peux utiliser ton adresse, acheter la marchandise, tu reçois, et ensuite je te paye pour renvoyer chez moi. J'ai dit OK. Et c'est comme ça que les shops USA est né. C'est fou, ça. Par la demande, parce que j'aurais même pas pensé à faire ça. Ouais. Et donc, comment tu te lances aux États-Unis? Comment tu lances un business, justement? Alors, c'est très, très, très facile. OK. Ça prend même pas 5 minutes de s'enregistrer avec l'État. L'État où on habite, en fait, où le business est. Tu vas sur le site web, tu mets le nom de la compagnie. Si le nom n'est pas déjà pris, c'est bon. Tu payes $100. Et voilà. Et ça donc, t'es enregistré avec l'État. Ensuite, il y a d'autres petites registrations à faire, mais tout se fait en ligne et ça coûte vraiment pas cher. Et après, est-ce que tu dois faire des déclarations tous les mois ou des choses comme ça? Alors, tu fais ta déclaration d'impôt chaque année. Ok. Yeah.
Ouais, Chaque année, ouais. Et si tu vends en ligne, donc dépendamment de ce que ton business est, si c'est service, tu n'as pas à faire le sales tax chaque mois, mais si tu vends des biens physiques, tu dois chaque mois reporter et payer ce qu'on appelle sales tax, probablement l'équivalent de la TVA. Ouais, je pense que c'est la Comme TVA, ça. ouais. Ouais. Parce que du coup, je suis en train de me demander si ça ressemble pas justement au niveau statut auto-entrepreneur qu'ils ont lancé en France. Alors, ce qui est... Non. Non. Alors, aux États-Unis, quand tu nais, t'es automatiquement auto-entrepreneur. Ok. C'est un truc de ouf. T'as un numéro de sécurité sociale, t'es auto-entrepreneur, t'as pas à t'enregistrer pour être auto-entrepreneur. Ok. Et c'est vraiment ce qu'on appelle hustle ici. C'est pour ça que les gens, c'est très facile pour les Américains de commencer un business parce qu'ils n'ont rien besoin à faire. Ok. Donc, je vais vendre des assiettes, j'ai pas besoin de m'enregistrer auprès de l'État pour vendre quoi que ce soit. Ok. Mais il faut absolument dire aux impôts à la fin de l'année, sur ton truc individuel, tu dis combien t'as fait et que c'est un business que t'as et que tes dépenses et tes incomes, blablabla. C'est tout ce qui est demandé. Ok. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, elle a dit quelque chose de très important. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, ça veut dire si vous venez en vacances aux États-Unis, ça veut pas dire que vous avez le droit de vendre des choses. Parce que c'est vrai que c'est ce numéro de sécurité sociale qui est pas facile à avoir, justement. Exactement. Mhm. On a seulement qu'on est résident permanent et citoyen. Ouais. Et quand t'as le visa aussi, t'en as un des... Toi, t'as le visa aussi. Ouais, mais il faut avoir déjà des papiers. C'est pas le touriste qui vient vendre ses affaires. Ça se passe pas comme ça. Et donc ça, c'était il y a combien d'années? Ça, c'était... Alors, j'ai vraiment commencé le dropshipping, tout ça, en 2012, hein. Ok. Probablement. Ouais, fin 2012. Et ensuite, les choses ont Et vraiment ensuite, évolué. les choses ont évolué. J'ai eu le travail, donc j'avais un peu arrêté entre-temps. Et puis, c'est vraiment en 2014 que j'ai enregistré Relais Shop, qu'on a vraiment... que j'ai dit, bon, je vais faire ça à temps plein, je laisse mon travail et je me concentre là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec. Et t'arrivais à stocker toutes ces boîtes dans ton appartement? J'avais pas le choix. Au début, c'était dans ma chambre. Dans ma chambre, ensuite le salon, ensuite le garage, ensuite... Ouais. J'avais même dû déménager, en fait, parce que j'avais pas encore assez de volume pour vraiment prendre un local commercial. Donc j'ai dit, je me suis mariée, et j'ai dit à mon mari, bon, on n'a qu'à prendre une maison. Les maisons sont moins chères que les appartements à Atlanta. On a pris une maison avec un garage, donc j'ai utilisé le garage pendant 1 an, mais après c'était plus possible. Ouais. Et maintenant, vous devriez voir ce qu'elle a. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter. C'est vraiment grand. Donc c'est vraiment très impressionnant ce que tu as fait. Si tu devais quand même te donner un conseil, est-ce que tu aurais fait des choses différemment ou est-ce que tu aurais fait les choses telles que... Le business? Oui. Ah oui, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Ah ouais, plein même. Bon, cite-en un qui te passe par la tête. Ben en fait, dès le début, tu sais, beaucoup de gens en tant qu'entrepreneur, qu'on a un business, les gens autour de nous vont nous pousser à outsource. Ils vont dire, oui, il faut employer des gens. Non, on paye juste quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. J'ai travaillé vraiment, j'essayais en fait de faire le maximum possible parce que j'avais pas d'argent pour faire le business. Mais il y a une chose que j'ai fait sans savoir en fait comment ça fonctionnait et c'était prendre un développeur. D'accord. Qui, ici aux États-Unis, qui m'a coûté beaucoup d'argent et qui n'a pas fait le travail. Donc, depuis cette chose qui est arrivée, donc ça m'a fait beaucoup marquer parce que j'ai perdu beaucoup d'argent et à l'époque, j'avais pas l'argent. Et du coup, depuis ça, je m'assure toujours de au moins savoir les bases de ce qui doit être fait et d'apprendre. Donc, j'étais sur YouTube, j'apprends dès que je dois embaucher quelqu'un, j'essaie d'apprendre avant, savoir un peu c'est quoi, comment voir s'ils font le travail bien, etc. Ça prend du temps, mais je pense que c'est nécessaire de quand même avoir des bases et de savoir si les gens font le travail bien ou pas. Carrément. Ouais, et d'aussi tester les gens avant. Donc tester sur des petits projets, etc. Surtout les trucs comme ça là, de programmation, ouais, ça coûte super cher. En fait, je pense que je sais même pas c'est quoi le terme en français, donc je m'excuse, mais le functional specification. Donc vraiment quand tu dois détailler à un programmeur, à un développeur toutes les choses, mais il y a des choses qu'on pense pas à dire. Exactement. Parce que pour nous ça paraît logique et au final non, il faut être vraiment tellement spécifique. Ouais. Que non, c'est un très bon conseil. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai écouté un podcast tout à l'heure où justement il disait la même chose. Il faut apprendre à programmer même si on n'aime pas ça. Ouais, même si on n'aime pas ça, il y a plein de trucs que j'aime pas faire. J'aime pas faire le human resources, manage les gens, je déteste ça. C'est vrai? Ouais, mais il faut me voir sur YouTube, je regarde des vidéos, j'essaie d'apprendre. Parce que t'étais dans le social quand même et tu disais que justement rencontrer des gens... Ouais, mais justement c'est ça mon problème. Dans le social, type de social que j'ai fait et que j'ai étudié au Québec, c'est très humaniste. Donc on va selon les gens, selon leurs capacités, on prend le temps, etc. Alors que quand tu as un business, tu peux pas appliquer
C'est même, tu peux pas appliquer ça du tout. Oui, il faut être humain, mais il faut être très, au niveau des chiffres également, il faut être très, ok. Ouais. Il faut être un leader, quoi. Voilà. Ouais, et c'est ça, là, c'est, quand il faut dire à la personne que c'est mal fait, il faut lui dire que c'est mal fait, il faut savoir comment le dire. Oh là là. T'as jamais parlé de la méthode sandwich? Moi, c'est ce que je faisais avec, justement, les équipes avec qui je travaillais. C'est tu commences par leur dire un compliment. Oui. Ensuite, tu leur dis ce qui est pas bien. Et tu finis par un compliment. En général, le message, il passe assez bien. Donc, j'essaie ça, mais là, je pense qu'ils sont un peu, là, en mode, ok, elle a commencé par un truc de bon, donc il y a un truc de mauvais qui arrive. C'est ça. Non, puis en plus, moi, je trouvais que, justement, pour avoir travaillé aux États-Unis, les managers, c'est vrai qu'ils ont une personnalité qu'on n'a pas du tout l'habitude, que ce soit au Canada ou en Europe. Et c'est vrai que du coup, toi, tu dois manager des Américains, ça doit être intéressant. Ouais, c'est pas intéressant du tout. Ok, bon, c'est bon à savoir. Mais du coup, écoute, c'est top. Donc maintenant, tu es en train de lancer d'ailleurs ta deuxième entreprise. Les choses fonctionnent tellement bien. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, donc, Ecom Spaces, c'est en fait je pense que Ecom Spaces, c'est le bébé. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que, avec cette compagnie, j'ai l'impression qu'on aide du monde. Et c'est une compagnie en plus que j'ai montée avec un autre Guadeloupéen qui avait fait son stage avec nous en 2019. Donc il avait justement aidé à monter le business plan. Le business plan, le business plan. Je crois que ça se dit, en français. Okay. Et donc, du coup, il est revenu, il a gradué en Oregon, il est revenu ensuite. Et donc, on a monté ça ensemble. Et c'est vraiment un business pour aider non seulement les gens ici aux États-Unis, mais partout dans le monde. Hein. On propose des services aux personnes qui vendent en ligne pour justement essayer de ne pas avoir à subir ce que j'ai subi quand j'ai travaillé de chez moi. Dans le garage toute seule, à pleurer les week-ends. Oh. Et ouais, on va leur épargner ça. Okay. Et donc, on propose des services de fulfillment, un peu comme Amazon. Donc, les gens nous envoient leur inventaire et on peut envoyer les commandes à leurs clients. On a des clients qui sont partout dans le monde, Canada, France, Guadeloupe, Martinique, qui travaillent avec nous. On fait aussi du product photo, donc photographie des produits. Et on a l'espace podcast. Donc, c'est vraiment un espace où ils peuvent créer du content. Donc, créer... c'est créer du contenu voilà, physique. Du contenu audio, vidéo. Ouais, audio et vidéo aussi. Voilà. Ouais. Pour mettre sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi pour pouvoir... C'est un espace où ils peuvent avoir des meetings, envoyer leurs produits... vraiment e-commerce 100%. Super. Et puis, en plus, avec, justement, la crise Covid l'année dernière, ça a dû exploser. Exactement. Donc super, écoute, t'es arrivé sur le marché au bon moment. Écoute, on arrive à la fin de cette petite interview. Je voulais quand même te poser une petite question supplémentaire. Combien de fois déjà retournes-tu à Marie-Galante depuis Atlanta? Alors, j'essaie de retourner une fois par année. C'est quelque chose que je me suis toujours dit dès que je suis partie qu'il faut pas que je reste plus de 2 ans sans retourner à Marie-Galante. Là, ça va faire 1 an et demi à cause de Covid, mais je prévois y aller dans... peut-être le mois prochain, pour sûr, février. Est-ce que tu penses qu'un jour tu retourneras pour y vivre ou tu te sens bien aux États-Unis? Je me sens bien aux États-Unis, mais je me sentirais mieux en Éthiopie. En Éthiopie. Ça sort d'où l'Éthiopie? Parce que là, on a vu tout ton parcours, tu m'en as jamais parlé. Sérieux? Tu m'en as parlé la semaine dernière, mais... Ah oui, ton café. Mais oui, mon café éthiopien. J'ai fait un voyage en Éthiopie en 2019 et j'ai été conquise comme j'ai été conquise par Atlanta en 1 nuit. J'ai été conquise par l'Éthiopie en 3 semaines. Super. Un coup de cœur. Un coup de cœur, mais aussi... coup de cœur, mais surtout, je suis quelqu'un qui voit les opportunités. Et j'ai vu que là-bas, il y a les opportunités. Donc, la qualité de vie est déjà meilleure qu'ici. Donc, si je peux y aller, j'irai. Sinon, pourquoi pas Marie-Galante? Mais du coup, si tu pars des États-Unis, tu perds ta green card ou pas? Je suis citoyenne. Ah, t'es citoyenne maintenant, ok. Je suis citoyenne, donc je peux partir. Ah oui, j'ai eu la citoyenneté en 2017. Ah, génial. Donc, t'as 2 passeports, c'est génial ça. Ouais, ça aide. Super. Et écoute, on arrive aux questions de la fin. Donc la première question que je te pose pour conclure ce podcast, c'est si Maïré d'aujourd'hui devait glisser un message à Maïré qui était encore à Marie-Galante à la bibliothèque en train de faire ses recherches pour le Canada, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. Ça va peut-être avoir l'air trop bizarre pour tout le monde. J'ai tellement pas envie de dire ça. Écoute, non, les valeurs de FiExpat, c'est transparence, authenticité. Oh là là, mais c'est peut-être que ça aurait changé toute ma lignée de tout ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'aurais rien changé.
Mais si j'aurais pu changer une chose, ce serait avoir des enfants très tôt, genre quand j'avais 17-18 ans. Sérieux? Fais tes gosses maintenant. Ouais, fais tes gosses maintenant et laisse-les à tes parents. Mais non. Oui. Je te jure, parce qu'en fait, j'ai rencontré tellement de femmes entrepreneurs ici aux États-Unis qui ont fait ça, et elles m'ont dit c'était dur, elles ont dû élever les enfants, elles avaient même pas les parents pour les aider, mais maintenant je les vois à mon âge, avec les enfants tout grands et tout, qui les aident dans le business et tout, je me dis, bon, j'aurais dû faire la même chose. Donc toi, c'est un rêve quand même de fonder une famille. Ouais. Et je me dis, mais en fait, bon, il n'est pas trop tard, hein, bien sûr, mais je pense que quand c'est fait plus tôt, c'est plus intelligent de les faire plus tôt. Écoute, c'est trop drôle parce que, alors, déjà que cet épisode, il est unique en soi depuis 1 an de Fille Expat, tous les messages que chaque femme s'est passé, c'était Go Girl, et toi, tu nous dis, fais des gamins. Donc, franchement, merci pour ce message très original. Oui, mais en plus, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes mères ou bien de femmes qui veulent avoir les enfants tôt et qui se disent, mais j'ai envie de monter un business. Mais en fait, je trouve que avoir les enfants, ça n'empêche pas de monter le business après, et c'est peut-être même mieux. Parce que ça demande tellement d'énergie, en fait, les deux, les enfants et le business. Donc, du coup, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans le business. Il y a des meufs qui commencent à 40 ans et qui sont millionnaires à 50 ans, you know. C'est clair, mais il y en a aussi qui font des gamins à 40 ans et qui lancent des entreprises en même temps. Aussi. Donc, en fait, oui, bien sûr, choisir. En fait, c'est toute une histoire de choix et c'est vraiment personnel. Non, je comprends. Mais, non, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, ça demande beaucoup d'énergie et c'est sûr qu'à 38 ans ou 40 ans ou 42 ans, t'as pas la même énergie qu'à 18 ans. Ouais, c'est clair. Je te comprends. Moi, maintenant, 21h30, je vais me coucher. Voilà, donc c'est comme ça. Et dernière question, est-ce que tu voudrais conclure ce podcast par ta citation ou chanson préférée? Quand tu veux faire quelque chose, alors j'entends toujours les gens qui me disent ah ouais, je veux des conseils, je veux faire tel ou tel truc et tout, qu'est-ce que je devrais faire en premier? Et moi la réponse c'est tu fais, just do it, you know. Faut commencer par quelque chose. À penser sans jamais commencer. Tu commenceras jamais, ou bien tu prendras du temps, ou tu sauras jamais qu'est-ce qu'il te faut exactement. Et du coup, si tu regardes bien mon cursus, je fais et je regarde qu'est-ce que ça donne. Non, mais c'est clair. En plus, il y a aussi cette expression qui dit fake it until you make it, qui est super connue. Et prétends que tu sais faire et teste et puis exactement. Tu verras. C'est vrai que du coup, je t'ai pas demandé s'il y avait un conseil que tu devais passer à une personne qui voudrait s'expatrier aux États-Unis ou qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Alors, les gens qui veulent s'expatrier aux États-Unis, non. Non. Allez en Afrique plutôt. C'est vrai. Donc t'es en train de Allez au Ghana. T'es en train de me dire que je devrais envisager l'Afrique. Ah oui, au Ghana ou je sais pas, parce qu'il y a toutes les villes bien développées déjà là. C'est sûr. Et j'ai tellement de stagiaires qui veulent venir faire des stages ici de France et je leur dis ouais, il y a pas de problème, venez. Mais personnellement, si vous voulez écouter mon conseil, essayez d'aller le faire là-bas. L'Afrique c'est le futur et c'est pas, il y a même pas. Ce que j'ai aimé en Éthiopie, mais c'est un pays très singulier, hein, c'est pas comme le reste des pays en Afrique, c'est que la couleur de peau et la race n'avaient pas l'air d'être ce que les gens regardaient. Il y avait des gens de partout, tout le monde était accepté de la même façon, mais les opportunités économiques là-bas, c'est intéressant. Donc, moi, je dis toujours aux gens, essayez, allez voir, allez en vacances. Je suis venue en vacances à Atlanta, je suis restée. Allez visiter avant et ne pas rester sur les images que les gens vous donnent d'une ville, hein, parce que moi, à l'époque où je suis venue à Atlanta, tout le monde me disait, ne viens pas à Atlanta, c'est dangereux, c'est rempli de crimes, il y avait rien de ce que les gens me disaient. Et pareil pour le Canada, hein, on m'avait dit, les gens me disaient, non, Maïri, ne va pas. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit de pas y aller, il va faire trop froid, que je vais... Mais en plus, c'est pas trop drôle parce que ceux qui disent ça, en général, ils y sont jamais allés. Hein. C'est ça. C'est ce qu'ils voient à la télé, mais il faut arrêter de regarder la télé. Donc ouais, mon plus gros conseil, c'est vraiment de pas nécessairement écouter ce que les gens disent, et même moi, ce que je dis, n'écoutez pas. Allez voir de vous. Allez voir de vous-même. Ah, génial. Et ouais, allez voir. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un que je peux interroger en Éthiopie, hein, je suis mais ah ouais, y a pas de problème. Et bien sûr, si vous voulez venir aux États-Unis, essayez la green card, la loterie. C'est chaque année, je crois que c'est en octobre-novembre. Vous pouvez appliquer sur le site du gouvernement, c'est gratuit, y a rien à payer. Donc si vous devez payer, c'est que c'est pas un bon truc, c'est un scam. Y a pas à payer et remplissez, c'est gratuit. Et puis essayez de trouver du travail, je sais pas, un employeur. Une bonne solution, c'est de travailler pour une compagnie française qui a aussi les compagnies aux États-Unis. Et après, non, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'avoir une mutation ou quelque chose. Mais essayez tout ce que vous pouvez. Non, c'est clair. Faites vos recherches. Et
Ouais, il faut se permettre de rêver, comme Et- on dit. Et la citation, c'est nothing will work unless you do. So, Ça voilà. résume bien ta philosophie. Ouais. Et ben merci beaucoup Maïré d'avoir pris le temps d'enregistrer son podcast. Et puis, comme t'es en face de moi, hein, je te dis pas au revoir, mais à tout À de tout de suite. suite.